Parfois, mon ami, le plus éclatant des rayons n'éclaire pas, il brûle. Le 17 août de l'an 1661, la nuit s'embrasa d'une splendeur telle que la France n'en avait jamais connue, et peut-être n'en connut jamais plus. Le domaine de Vaux-le-Vicomte, nouveau palais de Nicolas Fouquet, resplendissait comme un astre né de la pierre, de l'or et du feu. Et pourtant, dans cet éclat, une ombre s'épaississait, froide, tranchante, mortelle. Car le cœur d'un seul homme, le plus puissant de tous les convives, demeurait impassible, pétrifié dans une colère muette. Imaginez un instant le cortège. 6000 invités, nobles, prélats, diplomates, écrivains, poètes et jusqu'aux curieux venus de Paris, attirés comme des papillons vers la flamme. Les carrosses s'alignaient à perte de vue, les lanternes des cochers se reflétaient dans les bassins encore tièdes du jour. À chaque marche du perron, des torches illuminaient les velours et les perruques poudrées, dessinant un théâtre mouvant de silhouettes et de murmures. L'air embaumait le jasmin et l'orange amer, car Fouquet avait fait venir des orangers entiers transplantés pour une seule nuit de triomphe. Dans les cuisines, François Vatel, le maître inégalé de l'art culinaire, régnait sur une armée de marmitons, orchestrant un banquet de 22 services comme on mènerait une campagne militaire. Sous les voûtes improvisées d'un théâtre de plein air, Molière lui-même fit jouer sa toute nouvelle pièce, écrite pour l'occasion, une comédie qui fit rire aux éclats les dames et les abbés et dont chaque trait semblait célébrer l'hospitalité sans bornes du maître des lieux. Les jardins, prassés par André Le Nôtre, s'étendaient comme un poème de verdure, alignant bassins et allées dans une perspective infinie qui défiait le temps. Et lorsque la nuit fut tombée, un feu d'artifice embrasa le ciel, si vaste et si éclatant qu'on le distingua jusque dans Paris, à des lieues de là. On disait que les étoiles elles-mêmes s'étaient éclipsées de honte devant un tel spectacle. Mais au centre de cette magnificence, il y avait un homme dont le visage ne reflétait ni l'étonnement ni la joie. Louis XIV, roi depuis quelques années à peine, mais encore prisonnier de l'ombre du cardinal défunt, se tenait droit, impénétrable, figé dans une politesse de glace. Il observait, il notait, il jugeait. Chaque éclat de lumière se transformait, dans son esprit, en une gifle invisible. Il n'avait que 22 ans, mais déjà, son orgueil vibrait comme une corde tendue prête à rompre. À ses côtés, sa mère, Anne d'Autriche, soupira avec une ironie cruelle que seul lui et Fouquet ne pouvaient ignorer. « Ah, mon fils, allons-nous souffrir qu'un sujet ose surpasser son roi ?» C'est ici que la fête bascula. Dans ce murmure maternel, dans ce souffle de poison, se scella le destin de l'homme qui avait voulu défier les limites de la magnificence. Car Fouquet croyait offrir un hommage éclatant, mais il présentait à Louis XIV un miroir insupportable où le roi se découvrait moins éclatant que son ministre. Toute la France riait, s'émerveillait, applaudissait. Toute la France retenait son souffle devant le faste inouï de Vaux-le-Vicomte, mais le roi, lui, ne riait pas, et son silence glaçait plus que toutes les condamnations à venir. Il est des hommes dont la mémoire se brouille avec le temps, parce qu'ils ne furent jamais ni anges ni démons, mais un mélange insaisissable des deux. Nicolas Fouquet appartient à cette catégorie d'ombres brillantes. Pour comprendre l'ivresse et la chute de la nuit de Vaux-le-Vicomte, il faut d'abord tracer son portrait. Non pas celui que l'histoire dessine avec la cruauté de l'après-coup, mais celui qu'on pouvait voir alors, au milieu du XVIIe siècle, quand tout semblait encore possible. Nicolas Fouquet n'était pas un prince, ni même un noble de longue lignée. Il était né fils de magistrat, dans une bourgeoisie riche, mais encore timide, dont l'ambition s'élevait par la plume des études et la patience des offices achetés, plutôt que par le sang versé dans les guerres.
Sa jeunesse se déroula dans l'ombre des collèges et des chancelleries, entre livres de droit et chiffres de comptabilité. Il avait l'esprit clair, la main ferme, la mémoire tenace, et surtout ce don rare de voir les liens invisibles entre les nombres, comme un musicien qui devine l'harmonie dans le chaos des sons. Très tôt, on dit de lui qu'il avait l'œil d'un aigle pour l'argent. Il savait d'où il venait, où il allait, et surtout à quelle vitesse il s'enfuyait. Lorsque la France sombra dans les troubles de la Fronde, quand la haute noblesse et une partie du Parlement de Paris défièrent l'autorité royale, c'est ce jeune homme, presque inconnu, qui se révéla indispensable. Car dans le fracas des armes et le tumulte des barricades, il y avait une bataille plus décisive encore que celle livrée dans les rues, celle des finances. Les guerres, les révoltes, la survie même de l'État se nourrissaient d'écus, et la monarchie, épuisée, vacillait. Fouquet, par un réseau d'ententes, de prêts personnels, de garanties offertes en son nom, sut maintenir en vie la machine royale. Il engageait sa réputation auprès des banquiers italiens, flamands ou genevois, et réussissait par un savant jeu d'équilibre à faire tenir debout un édifice qui menaçait de s'écrouler. Imaginez, mon ami, ce que cela signifiait. Un homme, privé, sans couronne ni sceptre, qui, d'une signature, d'un chiffre inscrit à la marge d'un registre, pouvait donner ou retirer le souffle à un royaume. Voilà pourquoi, lorsque le cardinal Mazarin chercha un nouveau surintendant des finances, il choisit Fouquet. Le vieux ministre connaissait l'art de flairer les hommes utiles. Il aimait les courtisans souples, mais il avait besoin de cerveaux solides. Et Fouquet avait déjà prouvé que, dans les tempêtes, il savait maintenir le cap. Sous son administration, les caisses royales cessèrent d'être des coffres pleins ou vides. Elles devinrent des labyrinthes. La monnaie circulait en méandres tortueux, se divisait en 1000 canaux, se perdait parfois en marécages opaques. Mais à la fin, l'essentiel arrivait toujours là où il fallait, dans les mains du roi, de ses armées, de ses diplomates. Fouquet ne s'en cachait pas. Il utilisait ses propres crédits, ses propres prêteurs, ses propres réseaux. À cette époque, nul ne séparait nettement ce qui appartenait au trésor public et ce qui restait dans la bourse privée des ministres. On prêtait à la couronne comme on prêtait à un marchand. On prenait intérêt, on prenait gage, on prenait faveur. C'était un monde où l'argent ne servait pas seulement à acheter, mais à tisser des fidélités, à assurer des fidélités, à créer des clientèles. Et Fouquet, dans ce domaine, fut un génie. Il arrosait poètes et dramaturges qui lui rendaient hommage dans leurs œuvres. Jean de La Fontaine lui devait son indépendance matérielle et l'en dit qu'il n'écrivit jamais de vers plus fervents qu'à l'adresse de son protecteur. Molière trouvait en lui un appui sûr, et même les peintres et les architectes lui devaient leur commande. Fouquet ne collectionnait pas seulement les objets, mais les talents. Il comprenait qu'un ministre n'est jamais plus puissant que lorsqu'il est au centre d'une constellation d'esprits brillants. Ce n'était pas une vanité de mécène, mais une stratégie d'homme d'État. Dans les salons, on louait son esprit, sa conversation facile, son élégance. Il savait plaire, il savait promettre, il savait faire patienter. Ses adversaires eux-mêmes admettaient qu'il avait ce charme redoutable des hommes qui ne s'énervent jamais. On le disait toujours souriant, même lorsqu'il était attaqué, même lorsqu'on le surprenait dans une contradiction. Il avait ce sourire qui désarme, ce sourire qui signifie « Je sais plus que vous, j'ai déjà prévu l'issue ». C'est ainsi qu'il devint peu à peu indispensable, et que la France, en cette décennie troublée, finit par l'associer à la stabilité même du trône. Alors, sauveur ou voleur? La question se posait déjà. Car derrière l'efficacité, certains voyaient la main d'un homme qui accumulait pour lui-même autant qu'il distribuait pour l'État. On murmurait que ses comptes personnels enflaient, que ses châteaux surgissaient de terre comme par enchantement, que ses caisses privées semblaient aussi pleines que celles qu'il administrait pour le roi.
Mais qui, alors, s'en indignait vraiment? La France entière vivait dans cette confusion. Le cardinal Mazarin, maître de tous, n'avait-il pas amassé l'une des plus fabuleuses fortunes d'Europe? Les grands seigneurs, qui s'indignaient parfois du luxe de Fouquet, n'avaient-ils pas eux-mêmes leur trafic, leur rente, leurs privilèges? La morale n'était pas la pierre d'angle de ce siècle. Seule comptait l'efficacité. Et Fouquet, il faut le dire, avait sauvé la monarchie. Dans un temps où les révoltes pouvaient encore abattre un roi, où Paris pouvait se soulever contre le palais du Louvre, il avait donné à la couronne l'oxygène nécessaire pour survivre. Alors oui, on fermait les yeux, on l'encensait même. On lui pardonnait ses excès parce qu'il paraissait garant d'un équilibre fragile. On pouvait se moquer de son goût du faste, mais on savait qu'au moment critique, lui seul trouverait les millions nécessaires pour solder une armée ou acheter une paix. C'est ce portrait officiel qu'il faut garder en mémoire. Celui d'un homme qui, par son habileté et son charme, s'était imposé comme l'artisan d'une monarchie stabilisée. Le roi lui-même semblait lui devoir sa sécurité, et Fouquet en tirait une confiance tranquille, presque insolente. Il se croyait intouchable, parce que tout reposait sur lui. Il se voyait comme le pilier central d'un édifice qui ne pouvait tenir sans sa présence. Il oubliait une chose. Les piliers parfois sont remplacés, renversés ou brisés lorsque celui qui les surplombe décide de reconstruire. Car dans les yeux froids de Louis XIV, il n'y avait ni reconnaissance ni gratitude. Seulement une rancune naissante, nourrie par l'idée insupportable que le salut de la monarchie n'était pas venu de la couronne, mais d'un sujet. Et un roi qui veut devenir absolu ne tolère jamais d'être redevable. Rien n'est plus dangereux qu'un roi trop jeune pour être craint et déjà trop orgueilleux pour être ignoré. Louis, XIVe du nom, n'avait que 22 ans lorsque s'ouvrit le grand drame dont Nicolas Fouquet allait être le premier martyr. Il portait déjà le titre de roi depuis près de 2 décennies, mais jusque-là, il n'avait guère régné. L'autorité véritable avait appartenu à sa mère, Anne d'Autriche, et surtout à son ministre tout-puissant, le cardinal Mazarin. Louis était roi sans lettres, monarque en titre mais enfant dans la pratique, élevé dans l'ombre et la dépendance. Il avait grandi dans une atmosphère d'humiliation et de peur. Imaginez ce jeune prince enfermé dans le palais du Louvre, contraint de fuir, parfois même de se cacher, lorsque Paris se couvrait de barricades au temps de la Fronde. Les souvenirs de son enfance n'étaient pas ceux d'un héritier choyé, mais ceux d'un fugitif, traqué par la haine des nobles et du peuple. Dans sa mémoire, restaient gravées les images des seigneurs défiant l'autorité royale, des magistrats imposant leur volonté, des foules réclamant justice en hurlant sous les fenêtres de sa mère. C'était un enfant roi, mais un enfant humilié, et cette blessure secrète, on le sait, ne guérit jamais. De cette jeunesse, marquée par l'instabilité, il garda une haine implacable de la rébellion et un désir farouche de maîtriser, seul, sans partage. Pourtant, en l'an 1661, il n'était encore qu'un roi fragile. Les courtisans le regardaient avec une curiosité mêlée de scepticisme. Il n'avait pas encore prouvé son génie politique, il n'avait pas encore brillé dans les arts de la guerre. Il paraissait timide, presque effacé, derrière la haute silhouette de Mazarin. Beaucoup chuchotaient qu'il ne serait jamais qu'un roi de parade, incapable d'imposer sa volonté à une noblesse indisciplinée. Il faut l'imaginer, ce jeune homme aux traits fins mais au regard sombre, assis parmi ses pairs, les entendant rire, briller, séduire, tandis que lui pesait sous le poids d'un sceptre qui semblait trop grand pour sa main. Son orgueil naissant était sans cesse froissé par l'évidence. Il était roi, mais d'autres gouvernaient mieux que lui. Et ce fut là la source de son ressentiment profond envers ses ministres, envers tous ceux qui, par leur talent ou leur éclat, paraissaient éclipser sa propre lumière. Car Louis n'avait pas encore choisi d'être le roi soleil. Cette image,
Il allait la construire, la marteler, la répandre comme une religion. Mais au moment où Nicolas Fouquet rayonnait de ses fastes, Louis n'était qu'un prince encore obscur, impatient de naître à lui-même. Son autorité vacillait entre le respect dû à la couronne et le mépris suscité par son inexpérience. Il voulait régner, mais il ignorait encore comment briser les chaînes invisibles qui le maintenaient dans l'ombre des grands. C'est là qu'intervient la jalousie, cette jalousie sourde et tenace qui nourrit les grandes décisions des hommes de pouvoir. Fouquet, avec son palais resplendissant, avec ses poètes, ses architectes, ses fêtes, incarnait déjà une figure de grandeur. Et cette grandeur, qui aurait dû servir le roi, paraissait le concurrencer. Quoi de plus insupportable pour un jeune souverain blessé dans sa fierté que de voir un ministre célébré comme un mécène universel, entouré de gloire et de reconnaissance, alors que lui-même n'était encore qu'un monarque timide et mal assuré. L'an 1661 fut une année charnière. Mazarin, le dernier grand tuteur, s'éteignit, laissant Louis maître en apparence de son royaume. Mais cette liberté nouvelle l'écrasa presque autant qu'elle l'exalta. Il devait prouver qu'il pouvait régner seul, qu'il n'avait besoin ni d'un ministre omnipotent, ni d'un conseiller tutélaire. Et pour cela, il lui fallait un acte éclatant, une démonstration de force, un geste irréversible qui dirait à tous « Désormais, l'autorité est mienne et je ne souffrirai aucune ombre sur mon trône. » Fouquet, par malheur, incarnait tout ce que Louis voulait effacer. Trop brillant, trop riche, trop adulé, il était l'image même de la dépendance qu'un roi absolu devait briser. Le ministre se croyait indispensable, le roi voulait prouver qu'il ne l'était pas. La confrontation était inévitable, parce qu'elle touchait à ce qu'il y avait de plus intime dans le cœur du souverain. Sa dignité blessée, son désir d'échapper à l'humiliation de l'enfance, sa volonté d'être enfin regardé comme un maître et non comme un enfant protégé. Imaginez la scène, ce jeune roi, entouré d'une cour qui l'observe, qui jauge ses gestes, qui interprète ses silences. Chaque sourire, chaque froncement de sourcils devient une énigme pour ses courtisans. Ils cherchent dans ses paroles des signes de fermeté, mais ils perçoivent encore l'hésitation d'un homme en quête de son rôle. Ce vide, cette attente, cette fragilité dissimulée derrière la majesté formaient une tension insoutenable. Louis le savait, tant qu'il n'aurait pas frappé un grand coup, il ne serait jamais qu'un roi en sursis, un prince menacé par les fantômes de la Fronde et par la mémoire d'un Mazarin tout-puissant. Il fallait donc un sacrifice. Non pas seulement un coup d'État, mais une offrande de sang politique, une victime dont la chute scellerait l'avènement d'un pouvoir nouveau. Fouquet, par son arrogance inconsciente, par sa splendeur imprudente, se plaça de lui-même sur l'autel. Le jeune Louis n'avait qu'à attendre, à observer, à nourrir sa rancune jusqu'au moment propice. Et lorsque la fête de Vaux-le-Vicomte offrit au monde l'image d'un ministre surpassant son maître, le roi comprit que le moment était venu. Ainsi, derrière les dorures et les feux d'artifice, derrière le sourire poli du souverain, se préparait déjà la condamnation. Non pas une condamnation écrite dans les codes du royaume, mais dans le cœur d'un jeune homme décidé à briser toutes les humiliations de son passé. La véritable naissance du roi Soleil ne se fit pas sous l'applaudissement des foules, mais dans le silence glacé d'un ressentiment contenu. Parfois, ce ne sont pas les épées qui décident du destin des royaumes, mais les plumes qui griffonnent dans l'ombre. Le drame de Nicolas Fouquet ne serait pas complet sans l'ombre austère d'un homme qui ne connaissait ni fête, ni poète, ni jardin. Cet homme, Jean-Baptiste Colbert, allait devenir l'instrument silencieux d'une revanche royale. Il venait d'un monde bien différent de celui des courtisans. Fils d'un marchand drapier de Reims, il portait en lui la sévérité de la boutique et la rigueur de la caisse. Pas d'illusion de grandeur, pas de fantaisie poétique. Son univers était celui des registres, des chiffres alignés comme des soldats,
des comptes exacts qu'aucun éclat de velours ne pouvait faire oublier. Colbert n'aimait ni la poudre des perruques, ni le parfum des orangers. Il préférait l'odeur sèche des parchemins, la froideur des calculs, la minutie des inventaires. Là où Fouquet dépensait pour séduire, Colbert économisait pour contraindre. Il avait servi Mazarin, non comme favori, mais comme intendant, comme subalterne patient et opiniâtre. Le cardinal, qui savait juger les hommes, avait reconnu en lui une honnêteté rugueuse, une persévérance de fourmi. Colbert ne brillait pas dans les salons, mais il notait, enregistrait, comptait, accumulait une connaissance intime des flux financiers. Il connaissait les dettes de chacun, les faveurs accordées, les emprunts camouflés. Là où d'autres voyaient un désordre permanent, lui traçait des lignes, des liens, des preuves. Ce qui le distinguait surtout, c'était son aversion profonde pour Fouquet. Colbert voyait en lui non pas un sauveur, mais un corrupteur. Chaque poème de La Fontaine acheté par sa bourse lui semblait une trahison de l'argent public. Chaque fontaine de Vaux-le-Vicomte lui apparaissait comme un détournement. Il le jugeait avec la sévérité d'un puritain convaincu que la magnificence n'était que vol maquillé. Et cette haine, froide, silencieuse, allait devenir l'arme la plus tranchante du jeune roi. Car Louis XIV, encore hésitant, encore à la recherche de son autorité, trouva en Colbert un confident différent. Là où Fouquet l'étourdissait de faste et de complaisance, Colbert lui chuchotait des vérités sévères, presque brutales. Il lui murmurait que son ministre des Finances n'était pas un serviteur, mais un maître caché. Il lui montrait, registre après registre, les confusions volontairement entretenues entre les coffres de l'État et les coffres privés. Il lui expliquait comment, sous couvert de sauver la monarchie, Fouquet s'était enrichi d'une manière insensée. Il faut comprendre, mon ami, que dans ce siècle, tout le monde pillait les finances royales. Les intendants, les ministres, les nobles, tous avaient leurs prébendes, leurs trafics, leurs prélèvements. Mais personne ne prenait le temps de consigner ces abus avec une précision glaciale. Colbert, lui, fit de cette tâche une mission sacrée. Il rédigea, accumula, transmit. Et peu à peu, dans l'esprit de Louis, une image se forma. Celle d'un ministre qui n'était pas seulement fastueux, mais dangereux, parce qu'il incarnait un État dans l'État. Colbert n'était pas un intrigant tapageur, il ne lançait pas de rumeurs dans les couloirs, il n'empoisonnait pas les esprits par des bons mots assassins. Il avançait comme un scribe inlassable, alignant ses preuves, bâtissant un dossier invisible, mais implacable. Et le roi qui cherchait une raison de briser l'orgueil de Fouquet trouva dans ces chiffres un alibi parfait. Mais derrière ces registres, il y avait aussi une rivalité plus intime. Colbert méprisait l'ostentation, il rejetait le luxe, il voyait dans l'art une dépense vaine. Tout ce que représentait Fouquet, la beauté, la magnificence, le mécénat, l'irritait comme une offense personnelle. Dans son austérité d'homme de compte, il croyait servir l'État en asséchant les passions humaines. Fouquet, à ses yeux, était l'illustration de ce qu'il fallait détruire. Un ministre qui se croyait irremplaçable parce qu'il savait briller. C'est ainsi que deux figures contraires se dressèrent dans l'entourage du roi. L'une flamboyante, aimée des poètes et des architectes, l'autre terne mais tenace comme la pierre. Entre elles, Louis XIV devait choisir. Et le choix, bientôt, devint évident. Pour devenir le maître absolu, il fallait se défaire du brillant, de l'indépendant, de l'imprévisible. Il fallait s'appuyer sur l'austère, l'effacé, le dévoué. Fouquet incarnait une monarchie partagée, où les ministres pouvaient rayonner. Colbert annonçait une monarchie resserrée, où seul le roi brillait. Ce n'est donc pas par hasard que, dans la froide lumière des couloirs du Louvre,
Colbert commença à souffler à l'oreille royale que le grand ministre préparait sa propre forteresse, ses propres appuis, peut-être même son propre royaume. Chaque page, chaque note, chaque observation ajoutait une pierre au tombeau de Fouquet. Et le roi, déjà blessé par l'humiliation de la fête, trouva dans ce comptable implacable la confirmation de ses soupçons. Il ne faut pas croire que Louis XIV fût aveugle ou manipulé. Non, Colbert ne faisait qu'alimenter une rancune déjà née, mais il lui donnait une forme, une armature, une justification. Il transformait un ressentiment en projet politique. Et dans le silence de ses calculs, il préparait sans faste ni éclat l'un des plus grands bouleversements de la monarchie française, la victoire de l'absolu sur l'apparat des ministres. Il est facile aujourd'hui de pointer un doigt accusateur vers Nicolas Fouquet et de le nommer voleur. Mais encore faudrait-il définir ce qu'était alors un voleur, dans une époque où les caisses de l'État ressemblaient moins à un coffre verrouillé qu'à un sac troué, ouvert à tous les vents. La vérité, mon ami, est que la France du milieu du XVIIe siècle n'avait pas de finances publiques au sens où nous l'entendons. Il n'existait ni budget unique, ni compte clair, ni séparation stricte entre le bien du roi et celui de ses serviteurs. Le royaume se nourrissait d'avances, de crédits, de rentes, d'impôts mal levés et encore plus mal perçus. Ce n'était pas une mécanique ordonnée, mais un chaos vivant, un monstre affamé qu'il fallait chaque jour apaiser. Le système fonctionnait sur une fiction. On prétendait que les impôts rentraient régulièrement, que les revenus féodaux abondaient, que le roi disposait de moyens suffisants pour ses guerres et ses palais. Mais en vérité, la couronne était toujours en dette. Elle empruntait sans cesse et presque toujours à ses propres serviteurs. Les grands financiers, les fermiers des impôts, les ministres eux-mêmes prêtaient à l'État à des taux exorbitants et se remboursaient avec des faveurs, des offices, des privilèges. La frontière entre l'argent public et l'argent privé était une illusion fragile. Chacun savait que gouverner signifiait jongler entre dettes et crédits, entre cadeaux et extorsions. Fouquet, en devenant surintendant des finances, entra dans cette danse infernale. Mais là où d'autres improvisaient, il organisa. Il perfectionna l'art du flou, il multiplia les canaux, inventa des montages, créa des instruments financiers dont la complexité effrayait ses propres contemporains. Il engageait ses biens personnels pour couvrir des emprunts de l'État, puis récupérait avec des intérêts ou des compensations en nature. Il bâtissait ainsi une toile où nul ne pouvait dire où finissait la fortune du roi et où commençait celle de son ministre. Était-ce de la fraude? Sans doute. Mais une fraude universelle, partagée par tous ceux qui touchaient de près ou de loin aux finances. Le cardinal Mazarin lui-même, maître incontesté du royaume pendant 2 décennies, avait laissé en mourant une fortune colossale, amassée en prélevant à sa manière sur les ressources de l'État. Ce prélèvement n'avait choqué personne. On louait même son habileté, comme si l'art de voler avec élégance était une qualité d'homme d'État. Fouquet n'inventa donc rien. Il joua seulement mieux que les autres. Et c'est précisément ce qui le perdit. Car dans ce système, la tolérance existait tant que l'abus restait discret, tant que le ministre n'affichait pas trop ouvertement la prospérité que ses calculs lui procuraient. Mais Fouquet, par orgueil ou par naïveté, transforma ce flou en étendard. Ses châteaux, ses mécènes, ses fêtes devinrent les symboles visibles d'une réussite qui, aux yeux du roi, équivalait à une usurpation. Imaginez l'injustice de la scène. Les pairs de Fouquet, les grands seigneurs, les ministres déchus, tous savaient qu'ils profitaient du même désordre, qu'ils détournaient, qu'ils pressuraient les paysans, qu'ils abusaient des offices. Mais lorsque le roi eut besoin d'un coupable, il trouva dans la splendeur de Volvicomte une cible parfaite. Car Fouquet avait incarné, par excès de générosité et d'éclat,
ce que tous les autres dissimulaient par hypocrisie. C'est ici que Colbert trouva son terrain. Avec la minutie d'un greffier obsédé, il commença à rassembler les preuves de cette confusion volontaire. Il éplucha les comptes, il nota les transferts suspects, il détailla les prêts contractés par Fouquet au nom de la couronne. Chaque ligne devenait une accusation. Non pas que ces pratiques fussent rares, mais parce qu'elles avaient désormais un chroniqueur méticuleux décidé à les transformer en crimes d'État. Ce qui n'était qu'un usage accepté devenait, sous la plume sévère de Colbert, un scandale, une trahison, presque une usurpation de souveraineté. Et Louis XIV, encore marqué par les humiliations de son enfance, se prit au jeu. Ces chiffres lui offraient une arme redoutable, la possibilité d'abattre son ministre non par vengeance personnelle, mais au nom de la justice et de l'ordre. Quelle ironie! Car en vérité, c'était moins la justice qui parlait que la rancune d'un roi offensé. Mais qu'importe. Les chiffres, les registres, les bilans donnaient à cette rancune l'apparence de la légalité. Il faut bien le dire, mon ami. À cette époque, gouverner la France, c'était gouverner un royaume d'illusions. Les paysans croulaient sous les impôts, mais l'argent s'évaporait avant d'atteindre les caisses royales. Les officiers vendaient leurs charges, et chaque vente engraissait plus les particuliers que l'État. Les nobles, exemptés d'impôts, vivaient dans le luxe, pendant que la monarchie s'endettait toujours davantage. Fouquet n'avait pas inventé la corruption. Il en avait seulement fait un art supérieur, en dissimulant son génie derrière la magnificence. La vérité, c'est qu'il n'était pas plus coupable que ses pairs, mais infiniment plus visible. Et dans le monde cruel des cours, la visibilité est la pire des fautes. Car elle attire la jalousie, elle attise les rancunes, elle expose aux foudres d'un maître qui ne supporte pas d'être éclipsé. Ainsi, se mit en place le premier acte de son procès invisible. Avant même les accusations de trahison, avant même les soupçons de complot, il y avait ce reproche initial: avoir incarné trop brillamment un système où tous participaient en silence. Fouquet n'était pas un voleur plus grand que les autres. Il était seulement un voleur trop éclatant, trop ostentatoire, trop audacieux pour survivre à l'œil glacé d'un roi décidé à devenir soleil. Il y a des demeures qui ne sont pas de simples habitations, mais des déclarations. Vaux-le-Vicomte appartient à cette catégorie des palais qui parlent, qui proclament, qui affirment, plus que des mots, une vision du monde. Lorsque Nicolas Fouquet décida de bâtir ce domaine, il n'érigea pas seulement une demeure fastueuse. Il composa un manifeste de pierre, d'eau et de lumière, une œuvre totale qui, par son audace, annonçait un avenir. Mais quel avenir, mon ami? Celui d'un ministre magnifié ou celui d'un roi humilié? Pour comprendre la singularité de Vaux, il faut mesurer le contexte. Jusqu'alors, les demeures des puissants n'étaient que des prolongements grossis des forteresses médiévales ou des châteaux renaissants. Elles juxtaposaient des salles immenses, des jardins cloisonnés, des espaces qui témoignaient plus de la puissance brute que de l'harmonie. Fouquet voulut rompre avec cette tradition. Il rêva d'un ensemble où l'architecture, la peinture et le paysage se répondraient comme les instruments d'un même orchestre. Il ne se contenta pas d'un architecte, ni d'un peintre, ni d'un jardinier. Il réunit une équipe de rêve dont l'éclat allait traverser les siècles. Louis le Vau, Charles le Brun et André le Nôtre. Louis le Vau, déjà célèbre pour ses chantiers à Paris, apporta l'élégance des volumes, l'équilibre des façades, l'harmonie des proportions. Charles le Brun, peintre visionnaire, couvrit les plafonds et les murs de fresques où les mythes antiques devenaient allégories de la gloire du maître des lieux. André le Nôtre, enfin, redessina la nature elle-même. Ces jardins n'étaient pas des bosquets dispersés, mais une géométrie infinie où l'œil se perdait, persuadé de contempler un horizon sans fin. Ensemble, ils inventèrent ce que l'on appellerait plus tard l'art classique français. Ce fut là le génie de Fouquet.
Comprendre que la beauté n'est pas une dépense, mais une arme. Chaque pierre posée, chaque perspective tracée, chaque fontaine jaillissante parlait d'ordre, d'équilibre, de maîtrise. À travers Vaux-le-Vicomte, il affirmait « Voici ce que peut être la grandeur française. Voici ce que peut accomplir un ministre lorsqu'il unit l'art et le pouvoir. » Ce palais n'était pas un simple lieu de résidence, c'était un manifeste politique, un miroir tendu à la monarchie elle-même. Mais quel miroir! Et avec quelle audace! Car en vérité, Fouquet signait sa condamnation. Dans ce royaume où le roi cherchait encore à s'affirmer, où Louis XIV sortait à peine de l'ombre de Mazarin, voir son ministre élever un domaine d'une telle splendeur, c'était une gifle. Car Vaux n'était pas seulement beau, il était nouveau. Le Louvre, le vieux palais royal, paraissait sombre et désordonné à côté de cette composition harmonieuse. Saint-Germain-en-Laye, résidence royale, semblait archaïque, presque provinciale. Vaux, au contraire, annonçait un monde à venir. Et ce monde, terrible ironie, ce ne serait pas le royaume du roi, mais celui de son ministre. Imaginez l'effet de la première arrivée. Les visiteurs franchissaient la grille monumentale, s'engageaient dans une allée majestueuse, et soudain, le château surgissait, parfaitement centré, encadré par des jardins qui semblaient prolonger ses lignes à l'infini. Tout était calculé pour créer une émotion, l'impression de pénétrer dans un univers d'ordre et de splendeur. Les bassins reflétaient le ciel. Les statues de marbre semblaient converser avec les promeneurs, les terrasses conduisaient le regard vers l'horizon. À chaque pas, l'invité comprenait qu'il n'était pas simplement reçu dans une maison, mais convié dans un rêve. Et ce rêve avait un nom, la magnificence. Dans un siècle où la gloire se mesurait autant par les victoires militaires que par la beauté des palais, Fouquet choisit la voie de l'esthétique comme arme politique. Il offrit aux poètes un cadre, aux dramaturges une scène, aux artistes une patrie. Tout ce que la France avait de plus brillant se pressait à Vaux, comme si ce lieu incarnait déjà l'avenir du royaume. Mais quel royaume? Celui du roi ou celui du ministre qui osait ainsi rivaliser avec la couronne? C'est ici que réside la tragédie. Car Fouquet, emporté par son goût du faste et sa confiance dans son rôle, ne vit pas qu'il dressait une comparaison mortelle. Le soir du 17 août 1661, lorsque Louis XIV franchit les grilles de Vaux, il ne vit pas un hommage, mais une provocation. Chaque statue, chaque fresque, chaque jet d'eau proclamait que son ministre possédait une vision plus grandiose que celle de son souverain. Et dans le cœur d'un roi encore meurtri par l'humiliation de son enfance, cette splendeur résonna comme un défi. L'histoire est cruelle, mon ami, car Vaux-le-Vicomte, chef-d'œuvre absolu, ne survécut pas à la colère royale. Le roi, après l'arrestation de Fouquet, dépouilla le palais de ses trésors, confisqua ses artistes, transplanta ses orangers, jusqu'à dérober l'idée même qu'il avait fait naître. Tout ce qui avait été inventé pour Fouquet devint la gloire de Versailles. Et c'est là que réside l'ironie suprême. Ce palais, conçu comme manifeste d'un ministre, devint la matrice de la monarchie absolue. Mais en cet été de 1661, rien de tout cela n'était encore écrit. Fouquet, dans son orgueil, croyait tendre au roi l'image d'un avenir commun, une vision où l'art magnifierait le pouvoir. Il ne comprit pas que dans le miroir de Vaux, Louis ne vit pas un hommage, mais une menace. Ainsi, dans chaque pierre du palais se cachait une provocation. Et dans chaque fontaine, un défi. Vaux-le-Vicomte n'était pas seulement une demeure, c'était une déclaration de guerre silencieuse, un manifeste trop éclatant pour ne pas éveiller la jalousie d'un roi décidé à briller seul. Dans les drames du pouvoir, les symboles comptent autant que les actes. Qu'un ministre des Finances possède un palais fastueux, on peut encore le tolérer. Mais qu'il se dote d'une forteresse, voilà qui devient insupportable. Nicolas Fouquet, emporté par son goût des grandes choses, commit cette imprudence fatale. Il acheta une île, Belle-Île-en-Mer,
au large des côtes de Bretagne et entreprit de l'armer comme une citadelle. Aux yeux de ses ennemis, il ne bâtissait plus un rêve, mais un bastion. Et dans la bouche de Colbert, ce bastion devint un crime. Belle-Île n'était pas un rocher perdu. C'était une terre stratégique, dressée face à l'océan à la croisée des routes maritimes. Les pêcheurs y vivaient depuis des siècles, dans l'ombre des falaises battues par le vent. Mais sous la main de Fouquet, l'île changea de nature. On y vit s'élever des murailles, se creuser des fossés, s'installer un véritable garnison. Les ingénieurs travaillèrent comme pour une place de guerre. Des canons furent acheminés, des casernes construites. On parlait déjà de magasins pour la poudre et de vivres amassés en réserve. Pourquoi ce projet? Officiellement, Fouquet expliquait qu'il voulait protéger ses terres contre les incursions anglaises. La Bretagne, en ces années, n'était pas à l'abri des raids venus de la mer. Un seigneur prévoyant devait fortifier ses domaines. Voilà ce qu'il disait, et nul ne pouvait contester qu'un ministre riche eût le droit de se montrer prudent. Mais la vérité, c'est que la fortification de Belle-Île éveilla les soupçons les plus sombres. Car quelle signification donner à un ministre qui, outre ses palais et ses jardins, se dote d'un refuge imprenable? N'était-ce pas l'indice qu'il prévoyait de s'opposer au roi lui-même? Dans les couloirs du Louvre, on commença à chuchoter que Fouquet construisait une place forte pour se défendre d'un coup de colère royal. Colbert, toujours vigilant, se chargea de transformer ces murmures en certitudes. Il expliqua au roi que l'île pouvait devenir un port de rébellion, un asile pour les mécontents, peut-être même une base pour rallier des forces contre la couronne. Rappelez-vous, mon ami, l'ombre de la Fronde n'était pas encore dissipée. Le jeune Louis XIV gardait en mémoire ces années où les nobles avaient levé des armées, où les princes du sang avaient défié l'autorité royale. Un ministre retranché dans une forteresse pouvait sembler le spectre d'une nouvelle guerre civile. Même si Fouquet n'avait aucune intention de se dresser contre son maître, son imprudence fit de lui un suspect. Dans la psychologie fragile d'un roi encore hanté par la peur de la révolte, Belle-Île devint l'image d'une menace. Colbert sut en tirer profit avec une habileté glaciale. Chaque rapport, chaque note qu'il glissait sous les yeux du roi insistait sur l'inquiétante puissance que prenait Fouquet. Il avait des châteaux, des poètes, des financiers à sa solde, et maintenant, il avait une île fortifiée. L'ensemble dessinait le portrait non plus d'un ministre, mais d'un rival potentiel. Ce mot « rival » suffisait à envenimer l'esprit de Louis, car l'obsession du jeune monarque était de ne dépendre de personne, de n'être jamais éclipsé par aucun sujet. Il faut imaginer le contraste. D'un côté, le roi hésitant, encore fragile, cherchant à s'affirmer. De l'autre, un ministre dont la magnificence paraissait sans bornes, qui se dotait même d'une base militaire. Tout cela créait une tension insupportable. Les plus prudents murmuraient à Fouquet qu'il devait cesser, qu'il devait se retirer, ou du moins ralentir ses projets. Mais lui, emporté par sa confiance, ne voyait pas le danger. Il croyait encore que son rôle de sauveur des finances le protégeait de tout. Pourtant, chaque pierre posée à Belle-Île creusait sa tombe. Car dans la logique de l'absolutisme naissant, il n'y avait pas de place pour un ministre qui semblait préparer sa propre indépendance. Louis XIV pouvait tolérer des abus financiers, il pouvait fermer les yeux sur des fortunes suspectes, mais il ne pouvait pas admettre qu'un serviteur lui dispute le monopole de la force, l'armée, la forteresse, l'autorité militaire. Voilà ce qui appartenait exclusivement à la couronne. En franchissant cette ligne, Fouquet s'aventurait sur un terrain fatal. Ce fut un tournant invisible mais décisif. Jusqu'ici, on pouvait accuser Fouquet de prodigalité, de confusion financière, d'orgueil. Désormais, on pouvait l'accuser de trahison. Colbert n'eut qu'à souffler au roi cette phrase empoisonnée. « Sire, il prépare son refuge. Il ne sera pas votre serviteur mais votre ennemi.
Et Louis, déjà écorché par la fête de veau, déjà irrité par la magnificence du palais, trouva dans cette image de Belle-Île la preuve ultime. Son ministre n'était pas seulement arrogant, il devenait dangereux. Ainsi, l'île battue par les vents se transforma en symbole de défi, non pas parce qu'elle fut jamais utilisée contre le roi, mais parce qu'elle incarnait, dans l'imaginaire royal, la possibilité d'un affront. Et dans un monde où le pouvoir repose sur les signes, cette possibilité suffisait pour condamner. Voilà comment une forteresse construite au nom de la prudence devint, par le regard de l'ennemi, un acte de rébellion. Belle-Île, par sa seule existence, fit basculer le destin de Fouquet. Il n'avait pas compris qu'en se bâtissant un refuge, il offrait à ses adversaires l'arme la plus implacable, l'accusation de complot. Il y a des colères qui éclatent en tempêtes soudaines, et d'autres, plus redoutables, qui se déposent lentement comme un poison. Louis XIV n'était pas un homme d'explosion, il était un homme de patience. Et cette patience, mon ami, fut l'arme la plus cruelle qu'il brandit contre Nicolas Fouquet. Car dès le début de l'année 1661, le sort du surintendant était déjà décidé dans l'esprit du roi. Mais au lieu de frapper aussitôt, il attendit. Ce choix n'était pas seulement celui d'un calcul politique, mais celui d'un orgueil blessé qui cherchait une mise en scène. Louis ne voulait pas seulement se débarrasser de son ministre, il voulait le réduire en poussière, l'anéantir sous les yeux du royaume entier, offrir sa chute comme un spectacle. Pour cela, il fallait du temps. Le roi laissa Fouquet croire à sa faveur, lui permit de poursuivre ses chantiers, de peaufiner vaux-le-vicomte, d'organiser le plus grand festin de l'histoire. Quelle ironie terrible! Chaque pierre posée, chaque fontaine achevée, chaque feu d'artifice préparé devenait en réalité une corde serrée autour du cou de son maître d'ouvrage. Louis XIV, en silence, attendait que la scène soit parfaite. Il emprunta même de l'argent à son ministre, comme pour mieux nourrir l'illusion. Ce geste, à lui seul, résume l'ampleur de son calcul. Accepter la générosité d'un homme déjà condamné, recevoir de lui le dernier service avant de l'abattre. Quelle froideur, quelle cruauté raffinée! Mais n'est-ce pas ainsi que naissent les monarchies absolues, dans le mariage de la rancune intime et du théâtre public? Fouquet, aveuglé par sa confiance, ne vit rien. Il croyait encore en sa propre invincibilité. Ses amis, plus lucides, l'avertissaient pourtant. Les murmures s'amplifiaient, les regards du roi se faisaient plus froids. Certains lui conseillaient de se retirer à Belle-Île, de se retrancher dans sa forteresse. Mais lui, persuadé que le roi avait besoin de lui, refusait d'y croire. Comment le souverain pourrait-il se passer de l'homme qui tenait les rênes de ses finances, de celui qui avait maintenu le royaume à flot? C'était impossible, pensait-il. Il ne comprenait pas que les règles venaient de changer. Jusqu'alors, un ministre puissant pouvait rivaliser d'éclat avec son maître, tant qu'il restait utile. Mais désormais, Louis avait décidé de gouverner seul. Il voulait que son autorité ne se partageât plus. Le règne absolu naissait de cette volonté de solitude. Et pour proclamer cette nouvelle ère, il fallait un sacrifice exemplaire. Fouquet, par sa magnificence insolente, offrait sa tête sur un plateau. Le roi observait, notait, se taisait. Chacun de ces silences devenait une menace. Lorsqu'il assistait aux fêtes de veau, il ne manifestait ni joie ni colère, mais une impassibilité glacée. Les courtisans, habitués à lire dans les regards royaux comme dans un livre sacré, comprenaient que ce mutisme cachait une décision terrible. Mais Fouquet, emporté par son propre éclat, persistait à y voir une neutralité indulgente. Il croyait encore pouvoir charmer, convaincre, séduire. Et pourtant, dans l'esprit du roi, la mise en scène était déjà écrite. Il voulait que la condamnation fût non seulement politique, mais symbolique.
Il ne suffisait pas d'accuser Fouquet de corruption, car la corruption était universelle. Il fallait démontrer qu'il était coupable aux yeux de l'opinion, que sa magnificence avait franchi les bornes de la loyauté. Le banquet du 17 août 1661 fut ainsi attendu comme l'ultime preuve. Louis laissa son ministre l'organiser, s'endetter, convoquer toute la cour, et quand le feu d'artifice embrasa le ciel, le roi sut qu'il tenait son argument définitif. Voyez comme cette patience est redoutable. Elle n'est pas l'indécision, mais le raffinement d'un calcul implacable. Louis ne voulait pas agir dans l'ombre, mais au grand jour. Il voulait que chacun pût dire « Fouquet s'est perdu lui-même ». Cette stratégie transforme la vengeance personnelle en acte d'État, la rancune en nécessité politique. À ce moment précis, la monarchie absolue prit racine, car elle se révéla capable de transformer un sentiment intime en loi pour tous. Colbert, bien entendu, entretenait cette attente. Il alimentait la rancune du roi tout en l'encourageant à patienter. Il savait qu'un coup trop précipité susciterait des défenses, des soutiens, des résistances. Mais un coup porté après la fête, quand toute la France aurait vu l'insolence du ministre, serait imparable. Il fallait que l'opinion se retourne, que les poètes eux-mêmes hésitent à défendre leurs mécènes. Et Louis, d'un sang-froid glaçant, suivit ce plan. Ce n'était plus seulement une querelle entre un roi et son ministre. C'était une dramaturgie réglée, où le roi préparait la scène de son triomphe. Et cette scène, paradoxalement, ce fut Fouquet lui-même qui la construisit. Chaque fontaine de veau, chaque feu d'artifice, chaque vers de Molière servit de décor à la condamnation qu'il allait subir. Le roi attendait, implacable, que le rideau se lève sur la chute. Il faut s'arrêter un instant sur cette patience, car elle révèle le cœur secret de Louis XIV. On a dit de lui qu'il était orgueilleux, autoritaire, inflexible. Mais ici se révèle une qualité plus inquiétante, sa capacité à attendre, à savourer l'instant où il frappera, à transformer sa rancune en spectacle. Le roi ne se contenta pas de punir Fouquet. Il fit de sa chute l'acte inaugural de son règne. Ainsi, le destin de Fouquet ne fut pas scellé par ses erreurs seules, mais par l'attente glaciale d'un roi décidé à régner seul. Cette attente transforma un ministre fastueux en victime sacrificielle et une rancune intime en fondation d'un siècle entier. On croit souvent que les grandes querelles d'État se décident dans l'ombre des conseils ou sous le poids des armées. Mais bien souvent, elles naissent dans les recoins les plus intimes du cœur humain. Ce fut le cas pour Nicolas Fouquet et Louis XIV, dont l'affrontement déjà nourri de finances et de symboles se chargea d'une brûlure plus secrète, celle d'une rivalité amoureuse. Car les hommes qui se disputaient à royaume se disputèrent aussi une femme, Louise de la Vallière, et cette femme, frêle et discrète, devint à son insu l'une des clés du drame. Louise n'avait rien d'une intrigante. Elle n'était pas de ces dames flamboyantes qui régnaient sur les salons ou de ces courtisanes qui jouaient des passions pour gagner en puissance. Elle appartenait à une noblesse modeste, sans fortune, et avait été admise à la cour comme demoiselle d'honneur d'Henriette d'Angleterre, belle-sœur du roi. Douce, timide, presque effacée, elle semblait condamnée à rester dans l'ombre. Mais son charme fragile, son innocence même, devinrent précisément ce qui séduisit le jeune Louis. Dans un monde de faste et de mensonges, elle lui apparut comme une oasis de sincérité. Le roi, qui jusque-là n'avait connu que des conquêtes passagères, trouva en elle une affection véritable, un lien presque secret. Leur liaison au début fut dissimulée. Louis goûtait à la douceur d'aimer sans être vu, d'aimer sans qu'il s'agît de politique. Mais ce secret était fragile, et il ne tarda pas à être percé par les regards avides de la cour.
Parmi ceux qui remarquèrent l'influence naissante de Louise, il y eut Fouquet. Pour le surintendant, toujours prompt à étendre son réseau, séduire Louise, ou du moins s'assurer de sa faveur, paraissait une stratégie naturelle. Il ignorait peut-être la profondeur des sentiments du roi, ou refusa de la croire sérieuse. Toujours est-il qu'il tenta de gagner la jeune femme à lui. Mais comme il savait que sa séduction n'était pas irrésistible, il crut pouvoir l'acheter. Et là, mon ami, il combat une erreur qui scella son destin. Fouquet offrit à Louise une somme colossale, 200 000 livres, un cadeau extravagant, destiné à l'attirer ou au moins à l'attacher à lui par reconnaissance. Ce geste, qui pouvait sembler une simple galanterie dans l'univers corrompu de la cour, fut en réalité une provocation mortelle. Car Louise, loin de céder, se confia au roi. Elle lui avoua la tentative, elle rapporta l'offre, elle décrivit l'insistance du ministre. Et Louis, en entendant, sentit dans son cœur une blessure bien plus vive que toutes les humiliations de Vaux-le-Vicomte. Car il ne s'agissait plus d'argent, de palais, ni de forteresse. Il s'agissait de sa maîtresse, de la femme qu'il aimait en secret, celle qui lui offrait un bonheur intime. Fouquet n'avait pas seulement osé rivaliser en magnificence, il avait osé poser sa main sur ce qui appartenait au roi seul. Dans l'univers symbolique de la monarchie, c'était un crime plus grave que la corruption, plus grave que la trahison militaire. C'était une atteinte directe à la souveraineté intime du monarque. Imaginez les faits. Le jeune roi, encore marqué par ses insécurités, voyait dans cette tentative une double offense. L'insolence d'un ministre qui se croyait capable de lui ravir sa favorite et la révélation que cet homme osait se mesurer à lui jusque dans le domaine le plus sacré, celui des désirs. La colère de Louis ne fut pas éclatante, mais glaciale. Il dissimula, comme toujours, derrière son masque d'impassibilité. Mais au-dedans, le feu brûlait. C'est ici que le destin de Fouquet devint irréversible. Jusque-là, Louis aurait peut-être hésité encore, aurait pu se contenter de l'éloigner, de le disgracier. Mais après l'épisode de Louise, il n'était plus question de clémence. Le roi devait frapper, et frapper fort, car ce n'était plus seulement un ministre trop riche qu'il fallait abattre, mais un rival intime, un homme qui avait tenté de l'humilier dans sa virilité même. Dans un monde où le roi était tout, toucher à sa maîtresse, c'était toucher à sa couronne. Colbert, qui savait lire les colères du roi, comprit que la partie était gagnée. Il n'eut plus qu'à entretenir la rancune, à rappeler chaque jour la menace de Belle-Île, la confusion des finances, l'insolence des fêtes. Mais au fond, le coup était déjà porté. Car rien ne blesse davantage un homme que l'atteinte à ce qu'il aime. Fouquet, en croyant acheter Louise, avait acheté sa condamnation. Ainsi, une rivalité amoureuse se mêla aux enjeux de l'État, et ce fut là la couche la plus intime de l'oignon tragique. Derrière les chiffres, derrière les palais, derrière les forteresses, il y avait une femme fragile, dont la présence, à peine visible, décida du destin d'un ministre et scella l'avènement de l'absolutisme. Dans les palais de l'Ancien Régime, les mots n'étaient jamais innocents, les images jamais neutres, les armoiries jamais décoratives. Chaque devise, chaque emblème était un langage silencieux que les contemporains savaient lire comme un traité politique. Nicolas Fouquet, dans son orgueil mêlé de naïveté, n'échappa pas à cette règle fatale. Son malheur, mon ami, ne fut pas seulement d'avoir construit un palais trop splendide, d'avoir convoité une amante trop précieuse ou d'avoir possédé une île trop fortifiée. Son malheur fut d'avoir affiché sur ses armes un symbole trop audacieux, une simple écureuil, dressé sur ses pattes, gravissant une branche. Cet écureuil, choisi par ses ancêtres, n'avait rien de menaçant. Mais Fouquet lui associa une devise latine qui, dans la bouche d'un ministre flamboyant, prit soudain des résonances insupportables. « Quo non ascendet »
Jusqu'où ne monterai-je pas? Quelle témérité, quelle inconscience, car dans une cour obsédée par les hiérarchies, dans un royaume où le roi cherchait à incarner le sommet absolu, proclamer ainsi une ascension sans limite, revenait à suggérer que nul trône n'était hors de portée. Louis XIV, qui savait lire ce langage des symboles, ne manqua pas de s'en offusquer. Lors de sa visite à Vaux-le-Vicomte, il aperçut l'écureuil partout, sculpté sur les cheminées, brodé sur les tentures, gravé sur les plafonds peints par Charles Lebrun. Partout, la petite bête bondissante semblait grimper vers le ciel, répétant sa devise insolente. Et le roi, en silence, voyait dans cette multiplication d'emblèmes moins une décoration qu'une provocation. Car les devises, en ce siècle, étaient prises au sérieux. Elles n'étaient pas des ornements frivoles, mais des proclamations d'identité. Affirmer « jusqu'où ne monterai-je pas » pour un simple ministre, c'était revendiquer une ambition sans bornes. Aux oreilles d'un roi méfiant, cela sonnait comme une menace, comme si Fouquet annonçait qu'aucune hauteur ne lui était interdite, pas même celle du trône. Était-ce vraiment l'intention de Fouquet? Sans doute pas. Il voyait dans cette devise un jeu d'esprit, un témoignage d'orgueil familial, l'image d'une ascension sociale couronnée par son succès. Mais les symboles échappent toujours à celui qui les brandit. Ils vivent de l'interprétation qu'en fait l'autre, surtout lorsqu'il s'agit d'un souverain ombrageux. Ainsi, ce qui n'était qu'un mot d'orgueil bourgeois devint, dans les yeux du roi, une proclamation de rébellion. Imaginez la scène. Louis, entouré de courtisans, visitant les salles décorées de veau, observant ses écureuils peints et sculptés, ses devises répétées comme une litanie. Chaque fois, il lisait non pas un hommage, mais un défi. L'écureuil qui grimpe devenait l'image d'un ministre qui s'élève trop haut, qui franchit des limites invisibles. La devise sonnait comme une promesse arrogante « Je n'ai pas de borne, je n'ai pas de maître ». Dans l'univers symbolique de la monarchie, un tel signe suffisait pour condamner. Le roi, irrité par la magnificence du palais, par l'épisode de Belle-Île, par la rivalité amoureuse autour de Louise de la Vallière, trouva dans cet écureuil un condensé de toutes ses rancunes. Ce petit animal devint l'image même de l'insolence de Fouquet. Un animal agile, insaisissable, toujours en mouvement, toujours en ascension, comme une caricature de ministre impossible à retenir. Colbert, encore une fois, sut exploiter ce détail. Il souffla au roi que la devise n'était pas innocente, qu'elle exprimait une ambition sans frein, presque une prétention au trône. Que pouvait-on attendre d'un ministre qui, jusque dans ses armoiries, proclamait vouloir monter toujours plus haut? Louis, déjà décidé à frapper, vit dans ces mots une justification supplémentaire, un signe envoyé par le destin. Ce fut là une autre couche du procès invisible. Car, dans ce monde de symboles, la politique n'était pas seulement affaire de chiffres et de forteresses, elle se jouait aussi dans les devises, les emblèmes, les fresques. Fouquet ne perdit pas seulement à cause de ses excès financiers, ni même à cause de ses ambitions pratiques. Il perdit aussi parce que son écureuil bondissant, répété à l'infini, rappela trop cruellement au roi l'idée d'une ascension qui pouvait un jour le dépasser. Voilà, mon ami, ce qui rend cette tragédie encore plus poignante. Un homme peut tomber non pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il montre, pour ce qu'il symbolise malgré lui. Fouquet aurait pu dissimuler ses richesses, ralentir ses constructions, modérer ses ambitions. Mais il ne pouvait pas effacer cet écureuil gravé partout, ni cette devise déjà inscrite dans son héritage. Et cette devise, mal interprétée ou trop bien comprise, se transforma en épitaphe. Jusqu'où ne monterai-je pas? Fouquet croyait y lire l'écho d'un destin glorieux, mais pour Louis XIV, c'était l'annonce d'une usurpation future. Et dans ce décalage entre l'intention et la perception, se creusa le gouffre qui engloutit le surintendant. Ainsi, parfois, ce ne sont pas les actes qui condamnent un homme, mais les symboles qu'il porte. Et ce soir-là, à Vaux,
Les écureuils peints sur les murs grimpèrent directement vers la colère d'un roi décidé à ne laisser briller que son propre soleil. Il est une jalousie plus insidieuse encore que celle qui touche aux femmes ou aux trésors. C'est la jalousie du goût. Car le goût, dans un siècle obsédé par les apparences, devenait le signe le plus éclatant de la légitimité. Or, Nicolas Fouquet possédait ce don rare, cet instinct de l'harmonie qui transformait l'or en beauté durable. Et c'est ce don, plus que sa fortune, qui acheva de le perdre. Comparez, mon ami, les demeures royales de ce temps à l'éclat de Vaux-le-Vicomte. Le Louvre, vieille forteresse transformée en palais, restait un assemblage chaotique de bâtiments disparates, un labyrinthe sombre, encombré, marqué par des siècles de réfections inachevées. Saint-Germain-en-Laye, résidence favorite du roi, conservait des allures médiévales, avec ses tours massives et ses salles froides. Quant aux Tuileries, elles souffraient d'un style sans unité, alourdi par des ajouts successifs. Tout cela respirait une grandeur ancienne, mais point la modernité. Et voici que surgissait Vaux, avec ses façades équilibrées, ses volumes aériens, ses jardins déployés comme un poème mathématique, ses salons baignés de lumière, ornés de peintures allégoriques où la mythologie célébrait l'ordre et la puissance. Ici, rien de pesant, rien d'arbitraire. Tout semblait calculé pour émouvoir sans écraser, pour séduire sans fatiguer. C'était l'art du classicisme à son apogée. Une harmonie si parfaite qu'elle donnait l'impression de contempler non une maison, mais une idée. Or, c'est précisément cela qui blessa le roi. Louis XIV, jeune encore, cherchait à bâtir son image. Mais dans ses palais, il n'avait pas encore trouvé cette clarté, cette grandeur nouvelle. Et soudain, son ministre lui montrait l'exemple, lui offrait sous ses yeux ce que devrait être une demeure royale. Quelle humiliation! Fouquet, par la grâce de ses artistes, faisait apparaître ce que le roi aurait dû inventer lui-même. L'élève dépassait le maître, le sujet devançait le souverain. C'est là le péché du goût, révéler trop tôt une supériorité que le maître ne peut tolérer. Les finances, les forteresses, les intrigues pouvaient encore se discuter, mais la beauté, elle, s'imposait d'elle-même. Elle ne demandait pas d'arguments, elle frappait le regard, elle séduisait l'âme. À Vaux, chaque invité comprenait immédiatement que le ministre surpassait le roi dans l'art de régner par l'esthétique. Et cela, Louis ne pouvait le supporter. Il faut imaginer le contraste presque cruel. D'un côté, le roi, contraint de recevoir ses ambassadeurs dans des salles étroites, sombres, encombrées de tapisseries vieillies, où l'air sentait la poussière et la cire froide. De l'autre, Fouquet, ouvrant les portes de Vaux sur des perspectives infinies, sur des plafonds lumineux, sur des jardins où l'eau et la verdure semblaient danser au rythme des astres. Le message était limpide. L'avenir était ici, dans la magnificence ordonnée du ministre. Colbert, toujours attentif, ne manqua pas d'exploiter cette blessure. Il souffla au roi que Fouquet ne possédait pas seulement des richesses, mais un pouvoir plus dangereux encore, celui de l'imagination, celui du style, celui qui façonne les mémoires. Un roi pouvait pardonner qu'on détourne des millions, mais il ne pardonnait jamais qu'on le ridiculise par le raffinement. Et Vaux était un ridicule infligé au roi, une comparaison silencieuse, mais accablante. Ce fut là peut-être la jalousie la plus intime, la plus cuisante. Car Louis XIV voulait être le centre de tout, le modèle de l'Europe. Mais il découvrait, ce soir-là, qu'un ministre avait déjà incarné ce modèle, qu'il l'avait devancé. Le roi voyait dans les gerbins de Lenôtre, dans les fresques de Lebrun, dans les façades de Levaux, non seulement des merveilles, mais une gifle. Une gifle donnée par son propre serviteur, qui lui montrait ce qu'il n'avait pas encore su offrir à son royaume. Alors, le festin de Vaux prit un autre sens. Il n'était plus seulement un hommage fastueux, ni même un affront financier. Il devenait un miroir cruel,
révélant l'infériorité esthétique du roi. Et dans un siècle où l'art était inséparable du pouvoir, cette infériorité était insoutenable. Louis comprit qu'il ne pouvait régner tant que son ministre conserverait cette supériorité. Il fallait l'abattre, non pour ses crimes, mais pour son goût. C'est ainsi que le péché du goût devint une faute capitale. Fouquet n'avait pas compris que dans le théâtre de la monarchie, la première fonction du roi est d'incarner la beauté suprême, l'harmonie du monde. En construisant Vaux, il avait usurpé ce rôle. Il avait volé au roi son miroir de gloire. Et Louis, d'un geste, allait reprendre ce miroir pour le briser sur la tête de son ministre. Voilà pourquoi, mon ami, on peut dire que la jalousie esthétique fut le véritable moteur de l'absolutisme naissant. Car c'est par ce désir de surpasser Vaux que naquit Versailles, ce palais gigantesque édifié pour effacer l'humiliation d'une soirée. Derrière les colonnes et les miroirs, derrière les fontaines et les jardins, se cache une blessure secrète. La douleur d'un roi qui ne supporta pas d'être éclipsé par le goût d'un ministre. Et Fouquet, en révélant cette blessure, signa son arrêt de mort. Il arrive que les hommes les plus intelligents, ceux qui savent démêler les chiffres les plus obscurs et prévoir les retournements d'un marché instable, deviennent soudain aveugles lorsqu'il s'agit de lire le cœur d'un souverain. Nicolas Fouquet, maître incontesté des finances, stratège de dettes et de crédits, commit cette faute tragique. Croire qu'il était trop utile pour être brisé, trop indispensable pour être sacrifié. Ce fut son dernier aveuglement, son hubris, comme disaient les anciens. Ses amis pourtant l'avaient averti. Ils voyaient les signes que lui refusait d'admettre. Ils notaient la froideur nouvelle du roi, les regards appuyés de Colbert, la rumeur grandissante d'un procès imminent. Il le pressait de fuir, de se retrancher à Belle-Île, cette forteresse qui aurait pu lui offrir un refuge. Mais Fouquet riait de ses conseils, les repoussait d'un geste. Comment aurait-il pu imaginer que le roi, encore dépendant de ses crédits, encore lié à sa fortune, oserait le sacrifier? Il vivait dans l'illusion de sa propre irremplaçabilité. Tout au long de sa carrière, il avait prouvé que sans lui, la monarchie vacillait. Il avait prêté ses biens, mobilisé ses réseaux, maintenu le souffle de l'État. Il croyait que ce rôle le protégeait, comme une cuirasse invisible. Son esprit de financier lui répétait que la logique des chiffres finirait par s'imposer. On ne détruit pas celui dont on a besoin. Mais il ne comprenait pas que pour Louis XIV, la logique n'était plus celle des chiffres, mais celle de la majesté. Le roi, dans son calcul glacé, n'avait que faire de la dépendance financière. Il voulait s'affranchir de cette dépendance précisément en frappant celui qui en était l'instrument. L'absolutisme naissant ne pouvait tolérer aucun pilier extérieur. Fouquet, par sa fortune et son éclat, était devenu ce pilier gênant. Le détruire, c'était montrer que désormais le roi pouvait régner seul, que sa volonté suffisait à remplacer tous les artifices financiers. Et Fouquet pourtant persista dans son aveuglement. Après la fête du 17 août, il reçut encore des avertissements. Ses amis lui disaient que le silence du roi était plus effrayant que n'importe quelle colère. D'autres, plus hardis, lui conseillaient de quitter la France, de chercher refuge en Espagne ou en Italie, où ses talents auraient trouvé preneur. Mais il refusa. Partir, c'était reconnaître sa culpabilité. Fuir, c'était perdre la partie sans combat. Il se croyait encore capable de séduire, de convaincre, de rallier l'opinion à sa cause. Il ignorait que son procès n'aurait rien de rationnel. Il ne serait pas jugé sur ses services, ni sur ses talents, ni même sur ses crimes véritables. Il serait jugé sur une offense invisible, celle d'avoir éclipsé son roi. Et à cette offense, aucune défense n'était possible. Il faut imaginer Fouquet, encore confiant, encore souriant, se rendant aux côtés du roi, pensant qu'il avait dissipé les soupçons. Il croyait à la force de son charme, à la solidité de ses réseaux.
Il comptait sur les poètes qu'il avait protégés, sur les nobles qu'il avait enrichis, sur les juges qu'il avait caressés. Mais il ne voyait pas que tous ses soutiens s'évaporaient à mesure que la faveur royale se retirait. Dans un monde où la lumière venait du trône, nul ne voulait rester dans l'ombre d'un condamné. Sa foi en sa propre invincibilité devint presque pathétique. Tandis que ses amis tremblaient, il affichait un calme insolent. Il plaisantait, il préparait encore des projets, il parlait de réformes à venir. Il refusait de voir que son destin était déjà scellé, non pas dans les registres, mais dans le cœur d'un roi qui n'oubliait rien. C'est là, mon ami, que réside toute la tragédie, car Fouquet n'était pas seulement victime de la jalousie royale, il fut victime de sa propre cécité. Il avait compris les chiffres, mais non les symboles. Il savait lire les marchés, mais non les silences. Il avait prévu les crises, mais non la rancune. Dans un univers où tout dépendait de l'interprétation du roi, il continua de croire à l'objectivité de sa compétence. Et c'est ce malentendu fatal qui fit de lui une proie idéale. On dit que la grandeur attire toujours la foudre. Mais il faut ajouter, la confiance aveugle attire le coup fatal. Fouquet, persuadé que sa fortune, ses services et son goût le protégeaient, n'imaginait pas que tous ses atouts se transformaient en charge d'accusation. Il se croyait indispensable. Le roi allait prouver que nul ne l'était. Ainsi s'acheva la longue ascension de l'écureuil orgueilleux. Et ce fut son dernier saut, un saut dans le vide, précipité par sa propre foi en une invincibilité illusoire. Le 5 septembre de l'an 1661, la France assista à un spectacle qui n'était pas seulement un acte politique, mais un rituel sacrificiel. Nicolas Fouquet, surintendant des finances, l'homme qui se croyait encore indispensable, fut arrêté au sortir du conseil royal tenu à Nantes. La scène, réglée par Louis XIV lui-même, se déroula comme une pièce de théâtre, où chaque geste avait été préparé pour frapper les esprits et marquer d'une empreinte indélébile la naissance de l'absolutisme. Depuis plusieurs jours, le roi s'était installé dans cette ville de Bretagne pour y tenir son conseil. Il avait convié Fouquet à l'accompagner, comme pour le rassurer, comme pour lui signifier qu'il restait encore dans la faveur royale. Le ministre, malgré les avertissements, s'y rendit confiant. Il ne voyait pas que le piège se refermait. Nantes, par sa distance de Paris et sa garnison fidèle, offrait le décor parfait pour un coup de force sans risque d'émeute. Le matin du conseil, Fouquet se présenta vêtu de ses habits de cérémonie, toujours souriant, toujours certain de sa propre importance. Il s'assit à la table, participa aux discussions, prit la parole comme si de rien n'était. Jamais il ne soupçonna que ses voisins de siège savaient déjà que ses heures de liberté étaient comptées. Louis, impassible, laissa son ministre parler, comme un acteur qui récite son rôle pour la dernière fois avant que le rideau tombe. Lorsque le conseil s'acheva, Fouquet sortit dans la grande salle, salua les courtisans, prit le temps d'échanger quelques mots. Alors, soudain, un homme s'approcha. C'était Charles d'Artagnan, capitaine-lieutenant des mousquetaires, ancien soldat devenu figure légendaire. Dans ses yeux brillait une détermination glaciale. Il n'était pas là pour converser, mais pour exécuter un ordre irrévocable. D'un geste ferme, il posa la main sur l'épaule de Fouquet et prononça les mots terribles qui ne laissent aucun doute. Au nom du roi. En un instant, la salle se figea. Les courtisans, stupéfaits, se reculèrent, murmurèrent, baissèrent les yeux. Le surintendant, lui, resta interdit, incapable de croire à ce qui lui arrivait. Quelques instants plus tôt, il siégeait encore au conseil du souverain. À présent, il devenait prisonnier, marqué d'infamie. L'arrestation avait été préparée avec un soin maniaque. D'Artagnan disposait de mousquetaires en nombre suffisant pour prévenir toute résistance. Le roi avait donné l'ordre que tout se déroulât dans la dignité, mais aussi dans la plus grande publicité.
car il ne s'agissait pas seulement de neutraliser un homme, mais d'envoyer un message à tout le royaume. Désormais, aucun ministre, aucune fortune, aucune puissance privée ne pouvait se croire à l'abri de la volonté royale. Fouquet, déconcerté, tenta de protester, de demander les raisons de cette brusque disgrâce. Mais déjà on l'entourait, on l'escortait. Les spectateurs muets comprenaient qu'il ne fallait pas intervenir. Ceux qui la veille encore le flattaient et sollicitaient ses faveurs se détournaient à présent, soucieux de ne pas être soupçonnés de complicité. Ainsi fonctionne la cour. La faveur attire les sourires. La disgrâce les efface aussitôt. On le conduisit à la citadelle, où il fut enfermé sous bonne garde. La nouvelle se répandit dans Nantes, puis dans tout le royaume, avec la rapidité d'un éclair. Partout, elle produisit le même effet, la stupeur d'abord, puis l'admiration secrète pour le roi qui avait osé frapper si haut. Car jamais, jusque-là, un ministre si puissant n'avait été ainsi humilié en pleine lumière. Il faut mesurer la portée de ce geste. En une seule journée, Louis XIV effaça l'ombre de Mazarin, effaça l'humiliation de la Fronde, effaça l'éclat de Vaux. Il montra qu'il n'avait plus besoin de ministres tout-puissants, qu'il ne tolérerait plus aucun rival. En ordonnant l'arrestation de Fouquet, il affirma que désormais, la monarchie serait absolue et que le roi seul serait la source de toute grandeur. Cette arrestation, réglée comme une mise en scène, eut l'effet d'un tonnerre. Les nobles, terrifiés, comprirent qu'aucun privilège ne les protégeait plus. Les financiers inquiets virent que leur fortune pouvait se retourner contre eux. Les poètes eux-mêmes, jadis nourris par la générosité de Fouquet, se turent ou changèrent de maître. Tout le royaume prit conscience qu'une ère nouvelle commençait, une ère où la faveur ne garantissait plus rien, où seule comptait la volonté impérieuse du roi. Et Fouquet, lui, réalisa trop tard son erreur. Ce fut dans la cellule de Nantes qu'il comprit que son aveuglement l'avait perdu. Il n'était pas tombé parce qu'il avait volé plus que les autres, ni parce qu'il avait fortifié une île, ni même parce qu'il avait convoité Louise. Il était tombé parce qu'il avait éclipsé son roi dans la lumière du goût et de la magnificence. Et pour ce crime-là, aucun pardon n'était possible. Ainsi, le 5 septembre 1661, dans une salle de conseil transformée en théâtre de l'humiliation, l'écureuil qui grimpait sans cesse fut saisi au collet par le mousquetaire du roi. La pièce, commencée dans la splendeur de Vaux, se poursuivait désormais dans l'ombre glaciale des prisons. Il est des procès qui ne sont pas de simples jugements, mais des révélations. Celui de Nicolas Fouquet, qui s'ouvrit après son arrestation de Nantes, dura 3 longues années. 3 années pendant lesquelles la France entière retint son souffle. 3 années où les passions politiques, les rancunes personnelles et les illusions de justice s'entremêlèrent dans un théâtre plus cruel que n'importe quelle tragédie jouée sur les planches de Molière. Dès le début, les accusations se multiplièrent. On reprochait à Fouquet des détournements colossaux, des confusions entre ses biens et ceux de la couronne, la construction suspecte de Belle-Île, des cadeaux somptueux destinés à acheter des fidélités. Mais au fond, tout le monde savait que ces pratiques n'étaient pas exceptionnelles. Elles étaient la norme d'un siècle corrompu où chacun, du plus petit officier jusqu'au plus grand cardinal, profitait des failles d'un système chaotique. L'acte d'accusation ne révélait donc rien d'original. Il ne faisait que transformer en crime ce que tous pratiquaient en silence. Pourtant, Fouquet se défendit avec un éclat surprenant. Loin de se laisser écraser, il fit de son procès une tribune. Il démontra avec une clarté redoutable que les finances royales n'auraient pas survécu sans ses avances, sans ses montages. Il montra que Mazarin lui-même, vénéré par le roi, avait pratiqué les mêmes méthodes et accumulé une fortune infiniment plus scandaleuse. Ces plaidoiries brillantes séduisirent l'opinion. Peu à peu, la figure du ministre corrompu céda la place, dans l'imaginaire public, à celle du bouc émissaire sacrifié pour une rancune royale. Les pamphlets circulaient,
Les poètes chuchotaient des vers en sa faveur, les juges eux-mêmes hésitaient. L'opinion dans les salons de Paris commençait à pencher pour le surintendant. On voyait en lui non plus un coupable, mais une victime. Une victime trop éclatante, trop brillante, que le roi voulait briser par jalousie. Et plus Fouquet brillait à la barre, plus cette interprétation prenait force. Le procès ainsi prit une tournure inattendue. Ce qui devait être une condamnation rapide devint un interminable débat où le roi, à distance, observait avec une irritation croissante. Car Louis XIV comprenait que son plan lui échappait. Au lieu d'être unanimement détesté, Fouquet apparaissait de plus en plus comme un martyr de la majesté. Et l'absolutisme, qui devait naître de sa chute, risquait de s'effriter si le condamné sortait auréolé de gloire. En décembre de l'an 1664, après 3 ans de débat, le verdict tomba enfin. Les juges, partagés, rendirent une sentence étonnamment clémente, le bannissement. Fouquet devait quitter la France à jamais, exilé loin de ses terres et de ses palais, mais il conservait la vie. Aux yeux de beaucoup, c'était déjà une victoire. Le roi avait voulu un supplice exemplaire, et la justice, dans un sursaut d'indépendance, avait refusé de livrer un ministre à la mort. Mais c'était ignorer que dans le cœur de Louis, la décision était prise depuis longtemps. Le roi ne supporta pas ce qu'il considéra comme une humiliation. Un tribunal osait contredire sa volonté. Alors, pour la première fois, il révéla au grand jour ce qu'était le véritable absolutisme. Il brisa la loi. Par un acte sans précédent, il annula le verdict rendu par ses propres juges et substitua sa sentence à la leur. Le bannissement fut transformé en prison à vie. Fouquet, au lieu de s'exiler dans quelques provinces étrangères, fut conduit dans l'une des geôles les plus redoutées du royaume, la forteresse de Pignerol, perdue dans les montagnes du Piémont. Là, entre des murs humides, gardé comme le plus dangereux des criminels, il devait finir ses jours, oublié de presque tous, privé de tout ce qui avait fait sa grandeur. Ce geste, brutal, glaçant, marqua un tournant dans l'histoire de France. Car il montrait que la justice n'était plus qu'un masque, une apparence, que le roi pouvait déchirer à sa guise. À partir de ce jour, chacun comprit qu'il n'y avait plus de loi au-dessus de la volonté royale. L'absolutisme naquit véritablement à cet instant, lorsque la colère d'un seul homme écrasa la décision collective d'un tribunal. Les juges eux-mêmes, stupéfaits, durent se plier. Certains protestèrent en silence, d'autres se murèrent dans l'obéissance. Mais tous comprirent que leur rôle venait de changer. Ils n'étaient plus les gardiens de la justice, mais les instruments de la majesté. Le message du roi était clair, la France n'aurait qu'un seul juge, un seul arbitre, un seul maître. Pour Fouquet, ce fut l'anéantissement. Lui, qui s'était cru indispensable, devint un fantôme enfermé dans une cellule lointaine. Lui, qui avait régné sur les poètes, les artistes, les financiers, ne régna plus que sur son silence. Son écureuil, qui grimpait sans cesse, se trouva prisonnier d'une cage étroite, condamné à tourner en rond jusqu'à la fin. Pour le royaume, ce fut une leçon terrible. Les courtisans, terrifiés, redoublèrent de soumission. Les ministres, intimidés, cessèrent d'afficher la moindre magnificence. Désormais, nul ne devait briller plus que le roi. L'éclat, l'art, la gloire appartenaient exclusivement à la couronne. Et quiconque tenterait de rivaliser connaîtrait le sort de Fouquet. Ainsi, dans le silence glacé d'une prison de montagne, se posa la première pierre de Versailles. Car Louis XIV, en écrasant la loi sous sa volonté, affirma qu'il était non seulement le maître des finances, des armées et des palais, mais aussi le maître de la justice. Et cette affirmation, plus encore que les jardins ou les miroirs, fit de lui le roi Soleil. Il est des monuments qui semblent jaillir de la volonté d'un seul homme, mais qui, en vérité, reposent sur les ruines d'un autre.
Versailles, que nous admirons encore aujourd'hui comme le symbole éclatant du grand siècle, naquit en réalité de la chute d'un ministre humilié. Derrière les ors, derrière les jardins infinis, derrière la galerie des glaces, il y a un fantôme, celui de Nicolas Fouquet. Car Louis XIV, en bâtissant son palais, n'inventa rien. Il copia, agrandit, démesura ce que Vaux-le-Vicomte avait montré. Versailles n'est pas seulement la demeure du roi Soleil, c'est le tombeau de l'écureuil. Dès que Fouquet fut arrêté, Louis se précipita pour dépouiller son ancien ministre. On confisqua les tapisseries, les meubles, les statues jusqu'aux orangers que l'on transplanta dans les jardins royaux. Mais plus encore que les objets, le roi s'empara des hommes. Le veau, le brun, le nôtre, les trois génies qui avaient donné à Vaux son harmonie parfaite, furent appelés à travailler pour la couronne. Ils devinrent les artisans de Versailles. Ainsi, la splendeur qui avait éclipsé le roi fut recyclée pour magnifier sa propre gloire. Il faut imaginer cette ironie cruelle. Les mêmes mains qui avaient élevé le rêve d'un ministre bâtissaient désormais le palais du souverain. Le roi ne se contentait pas de punir Fouquet en l'enfermant. Il effaçait jusqu'à la mémoire de sa magnificence en se l'appropriant. Chaque fontaine jaillissante de Versailles, chaque allée infinie dessinée par le nôtre, chaque plafond peint par Lebrun, portait l'ombre d'une dette inavouée. Versailles est Vaux multiplié, agrandi, gonflé par la volonté d'un roi blessé. Car m'en doutons pas, mon ami, la construction de Versailles ne fut pas seulement un projet politique, mais un acte de revanche. Louis voulait montrer au monde entier qu'il surpassait son ministre. Il voulait que nul ne se souvienne de Vaux, ou que, s'en souvenant, chacun comprenne que ce n'était qu'un brouillon maladroit à côté de l'œuvre définitive. Dans chaque pierre posée, il y avait la trace d'une humiliation à effacer. Le roi, en vérité, ne bâtissait pas seulement un palais, il effaçait un rival. Et nous, qui admirons encore aujourd'hui Versailles comme le triomphe du génie français, oublions souvent cette origine sombre. Nous voyons la galerie des glaces, les bosquets, les salons, comme les symboles d'une grandeur nationale. Mais derrière cette grandeur se cache une histoire intime, celle d'un roi qui voulut surpasser un ministre. Versailles n'est pas né d'un plan grandiose pour l'État. Il est né d'une jalousie. Une jalousie transformée en marbre, en eau et en lumière. Voilà pourquoi peut-être Versailles fascine autant qu'il inquiète. Il est à la fois la preuve de ce que l'art peut accomplir lorsqu'il est mis au service du pouvoir et le témoignage de la cruauté qui fonde ce pouvoir. Car chaque éclat de dorure, chaque reflet de miroir est payé par une vie brisée, par une existence sacrifiée. Fouquet, enfermé dans sa prison de Pignerol, servit malgré lui de pierre d'angle à ce monument. Sa chute fut le ciment de l'édifice. Il faut se souvenir de cette leçon, aujourd'hui encore. Lorsque l'on admire les grands projets des puissants, lorsque l'on s'émerveille de leurs palais, de leurs œuvres, de leurs triomphes, n'oublions jamais de demander quel prix caché a été payé. Derrière chaque éclat de gloire, il y a une ombre. Derrière chaque Versailles, il y a un veau brisé. Derrière chaque roi Soleil, il y a un Fouquet sacrifié. Et c'est ici que se trouve le cœur de notre histoire. Elle ne nous parle pas seulement du XVIIe siècle, ni même de Louis XIV et de son ministre. Elle nous parle de l'éternelle mécanique du pouvoir, de cette tentation que nous avons de croire aux grands hommes, aux dirigeants forts, aux époques glorieuses. Mais souvent, ce que nous appelons grandeur n'est qu'un autre nom pour la jalousie, l'orgueil ou la rancune. Les monuments que nous célébrons sont parfois les masques somptueux d'une blessure intime. Alors, mon ami, la prochaine fois que vous traverserez la galerie des glaces, laissez votre regard se perdre dans les reflets infinis.
Vous y verrez le roi Soleil, triomphant, éclatant, maître de tout. Mais dans un recoin invisible, derrière les ors et les miroirs, vous devinerez peut-être l'ombre d'un écureuil, grimpant encore, obstiné, vers un sommet qu'il n'atteindra jamais. C'est le fantôme de Nicolas Fouquet, rappel silencieux que toute magnificence s'élève sur des ruines et que le prix du pouvoir est toujours une vie brisée.